Destination Wallonie, tout pour s'évader. Faites le plein d'idées sur visitewallonia.be. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bienvenue chez vous. J'espère que vous allez bien et que vous passez un bel été. Je suis ici à Namur et plus particulièrement sur la Citadelle. La Citadelle, c'est l'une des activités phares ici de la capitale wallonne, mais elle regorge aussi d'autres petites pépites. Dans cette émission, une guide locale nous emmènera au cœur du vieux Namur et nous fera découvrir ses incontournables, mais aussi ses petits recoins insolites. Nous nous intéresserons à l'art et même à l'art local puisque nous visiterons le musée dédié aux œuvres du Namurois Félicien Rops. Il sera aussi question de gastronomie. Nous nous rendrons dans l'une des plus vieilles maisons namuroises, là où est fabriqué depuis des générations le célèbre café de là-haut. Enfin, pour terminer, nous irons mettre nos narines en éveil dans les caves de la parfumerie Delforge, perchée sur les hauteurs de la Citadelle. Voilà donc le programme de cette émission. Je vous propose de ne pas perdre une minute. C'est parti! Et on commence notre découverte de Namur avec Monique, guide depuis 18 ans. Sa passion, faire découvrir aux touristes des lieux insolites, mais aussi les incontournables de la ville. Ici, Monique, on est dans le vieux Namur et une emblème du vieux Namur, c'est l'église Saint-Loup. Exactement. Alors là, nous nous trouvons face à la plus belle église de Namur, une église baroque, construite en 1621 par et pour les Jésuites. Les Jésuites étaient présents à Namur une vingtaine d'années auparavant. Ils ont commencé par la construction du collège, la résidence des Jésuites, et puis c'est un ensemble avec l'église qui a été construite en 1621 et consacrée en 1645. Elle est à présent église paroissiale sous le nom de Saint-Loup. Mais si elle est remarquable à l'extérieur, elle est encore bien davantage à l'intérieur. Vous allez être surpris. Alors ce qui frappe lorsqu'on entre dans cette magnifique église baroque, c'est la voûte en tuffeau de Maastricht. C'est une pierre très douce, très fragile et d'ailleurs ça a été sculpté sur place. Alors on parle d'une voûte en berceau à lunettes. Elle est éclairée par ces hautes fenêtres, donc il y a des guirlandes, il y a des cornes d'abondance, il y a des fleurs, il y a tout ce que vous voulez, donc c'est tout à fait remarquable. Alors moi, ce qui m'impressionne dans cette église, c'est le nombre important de confessionnaux. Exact. Il y en a 10. Elles vont par paire. Ces confessionnaux se font face. Eh bien, c'était destiné, n'oublions pas que c'était destiné aux élèves du collège, puisque c'était la chapelle Saint-Ignace du collège des Jésuites. Donc, les élèves devaient quand même venir se confesser très régulièrement. Et l'église est également ouverte aux paroissiens. Donc, les gens pouvaient venir à la messe le dimanche et ils allaient aussi à confesse. À quelques centaines de mètres de là se trouve le musée consacré à l'artiste namurois Félicien Rops. Malgré le caractère érotique ou satanique de certaines de ses œuvres, le musée se veut accessible à tous les publics. Félicien Rops est né en 1833 et il est mort en 1898, donc c'est un enfant du 19e siècle qui est une période tout à fait fantastique dans l'histoire, puisque c'est un siècle où on a fait beaucoup de découvertes technologiques, aussi au niveau des transports, au niveau de la communication. Félicien Rops a écrit beaucoup de lettres. On a d'ailleurs un site internet sur sa correspondance, ropslettres.be.
Et puis voilà, dans cette partie du musée, on évoque un peu sa carrière, donc sa naissance à Namur, sa famille, la rencontre avec Charles Baudelaire qui a été essentielle en 1864. Là, vous voyez aussi, il a créé des sociétés d'artistes comme la Société libre des beaux-arts. Les salles du musée sont classées par thématique, caricature, vie nocturne ou encore voyage. L'espace que nous allons découvrir est lui dédié aux œuvres représentant les différents lieux de vie de l'artiste. Vous m'avez dit que Félicien Rops est né ici à Namur, mais on le voit dans ses peintures, il n'a pas vécu que à Namur. Non, pas du tout. Donc il est né en effet à Namur, il a toujours eu une passion pour sa ville, mais en même temps vraiment une relation d'amour-haine. Et il a aussi beaucoup fréquenté la commune de Métais, où sa femme avait un château, le château de Tauzé, qui est toujours d'ailleurs à cet endroit-là, qui accueille maintenant des résidences d'artistes. Et puis l'artiste avait une passion pour l'eau, les fleuves, donc il a beaucoup fréquenté la colonie d'Anserem, le long de la Meuse, où il allait peindre en plein air, et il a fondé aussi le Royal Club Nautique Sambre-et-Meuse, parce qu'il adorait voilà, faire du bateau. Il aimait aussi la mer du Nord, où il avait souvent des rencontres avec d'autres artistes. Et il a peint alors dans un style un peu impressionniste cette très belle marine, hein, où on voit la plage de Heist. Donc il a eu cette passion pour la mer du Nord. Il aimait aller se ressourcer là-bas, quitter les boulevards parisiens et plutôt aller dans la nature. Et puis il a fini sa vie à Corbeil-Essonnes, près de Paris, où là il était au bord de la Seine. Et il a vécu là avec ses deux maîtresses, qui étaient deux sœurs, Aurélie et Léontine Duluc, qui sont tombées toutes les deux amoureuses de l'artiste et qui se sont dit, au lieu de se le disputer, on va le garder ensemble. Une des œuvres majeures de Félicien Rops, c'est cette dame, la dame au cochon. C'est ça, Pornocratès, la dame au cochon, elle a plusieurs titres et elle symbolise vraiment la modernité en art. Donc on voit ici tous les arts classiques, la peinture, la poésie, la musique, la sculpture sont vraiment figés dans la pierre. On voit, ils n'ont pas d'inspiration. Et puis arrive cette grande femme moderne où Rops donc fait souvent son demi-nu, c'est-à-dire qu'il ne déshabille pas complètement le modèle, mais il lui met quelques accessoires de mode typiques du 19e siècle. Et alors on voit, elle tient en laisse un cochon. Qu'est-ce que ça représente ? Alors le cochon, il symbolise en fait les instincts. C'est un animal qui est pas du tout spirituel puisqu'il a toujours le groin dans la terre. Et on voit que cette femme en fait se laisse guider, elle a les yeux bandés et donc elle se laisse complètement guider par ses instincts, par voilà, son sentiment féminin. Et c'est ce que Rops veut représenter aussi, c'est la naissance d'un art moderne, d'un art vivant qui suit aussi les instincts des artistes, comparé en fait à tous ces arts classiques qui sont morts en fait et endormis. Donc Rops veut être ce peintre de la modernité. Toujours dans le centre-ville, nous rejoignons maintenant une des dernières traces des anciens remparts de la ville. Ici, vous m'emmenez voir un élément incontournable. Un élément incontournable ici au centre-ville, c'est le beffroi qui s'appelait au départ la tour Saint-Jacques. C'était la porte la plus importante de la ville. D'ici était donné le signal d'ouverture de toutes les portes le matin et fermeture le soir. Il s'agit d'une tour du Moyen-Âge, donc construite vers 1388 en pierre calcaire. Donc les murs ont 3,50 m d'épaisseur. Et vous voyez cette tour absolument remarquable. Difficile de traverser Namur sans être attiré par l'odeur du café, ou plutôt des grains de café torréfiés de la maison de là-haut. Une maison née en 1864 et qui depuis est passée dans les mains de 4 générations. Mon grand-père s'est spécialisé dans la torréfaction de café et a déménagé ici. Il est venu s'installer ici en 1949
ici dans la rue Blanche, où il a installé un torréfacteur, où il a commencé à torréfier. Ensuite, mon papa a repris les affaires dans les années 70, plus ou moins. Et puis ensuite, c'est mon frère et moi, on a repris les affaires il y a plus ou moins une dizaine d'années. Ben moi, aujourd'hui, je m'occupe de la production. Et mon frère lui s'occupe de tout ce qui est offre, tout ce qui était marketing. Ma belle-sœur s'occupe de tout ce qui est e-commerce. Le Café de là-haut, c'est une histoire indéniablement familiale dont les recettes sont bien gardées. C'est un processus que j'ai appris de mon grand-père. Donc nous assemblons plusieurs origines différentes, donc plusieurs pays différents, qui se trouvent dans chaque silo, ici là, dans les petites tirettes. On les assemble, il y a une balance, on prépare nos mélanges, c'est un secret familial. Ensuite ils sont chauffés à 200 degrés pendant un quart d'heure, 20 minutes. La température n'arrête pas d'augmenter et vers 200 degrés on stoppe la torréfaction, on sort le mélange pour qu'il soit refroidi directement dans le refroidisseur ici pour garder les arômes. Les frères de là-haut travaillent avec un importateur du port d'Anvers qui les fournit en café vert. Les origines et les variétés ont été sélectionnées de manière à satisfaire tous les palais. On a 21 sortes de café que vous avez ici derrière. Donc on a des mélanges, on a des origines pures, on a des cafés qui sont plus prévus pour le matin, qui sont prévus pour après un repas. Des cafés qui sont plus doux, des cafés qui ont des pointes d'amertume, des cafés qui tirent un petit peu sur la vanille, sur le fruit rouge. Toute la production est répartie sur les 4 étages du bâtiment, mais les locaux deviennent trop petits. Les frères de là-haut ont d'ailleurs pour projet de délocaliser une partie de leur production en périphérie namuroise. Retrouvons Monique au niveau de la place Chanoine-des-Camps. Elle semble avoir quelque chose d'un peu spécial à nous montrer. Le restaurant extérieur nuit possède une des dernières cabines du téléphérique qui se trouvait du côté Meuse et qui a été démantelée dans les années 1990. Donc c'est une cabine en forme d'œuf, il y en avait 63 en tout. Il n'en subsiste pas beaucoup. D'ailleurs, le propriétaire du restaurant l'a acheté en pays flamand. Donc ça, c'était une cabine de l'ancien téléphérique, mais aujourd'hui à Namur, on parle beaucoup du nouveau téléphérique. Exactement. Alors sur la place Maurice Servet, on va construire le nouveau téléphérique. Le départ sera là-bas. On construit la station, un téléphérique qui aura 6,79 m de long. Il y aura 6 cabines pouvant accueillir 6 personnes, plus des vélos et des personnes handicapées, donc ce sera aménagé en fonction. Et on espère que ce téléphérique fonctionnera dans un an, donc en 2021, au plus tard en 2022. Donc la place Maurice Servet sera totalement modifiée pour accueillir et ces structures et les mâts. Il y aura 8 mâts, donc, mais paraît-il ne défigurera pas trop le paysage, ça va bien s'intégrer. Un téléphérique qui permettra de se rendre en quelques minutes au sommet de la citadelle, et c'est d'ailleurs là que nous nous rendons désormais. Dans cette imposante bâtisse en pierre, on retrouve un centre de création de parfums unique en Europe, la parfumerie de Guy Delforge. Créée il y a 30 ans, la marque de prestige s'exporte aujourd'hui à l'international. Ici, on se trouve dans un endroit charnière entre le bâtiment de la parfumerie et les souterrains. Exactement, 2 époques différentes. Le bâtiment a 200 ans, il date de l'époque hollandaise, et les souterrains dans lesquels nous allons nous rendre ont 500 ans, l'époque moyenâgeuse, donc Charles Quint, François Ier. Dans le premier endroit, on fabrique les flacons de parfum, et dans le deuxième endroit, on laisse maturer. Suivez-moi. Eh bien voilà, nous voilà dans une pièce maîtresse de la parfumerie. C'est l'étape de base, hein. C'est le fameux orgue du parfumeur
qui permet tout simplement l'assemblage des huiles essentielles. Les fameux secrets, les recettes que tous les parfumeurs se gardent très précieusement, eh bien c'est ici qu'on dose les huiles essentielles multiples, parfois 40 huiles essentielles différentes pour un parfum, et c'est ici que se fait avant l'ajout de l'alcool. Donc on le voit, il y a beaucoup de sortes d'huiles. On voit romarin, citron, carotte. Toutes ces huiles, elles viennent d'où? Carotte, on ne va pas aller très loin pour être honnête, mais en revanche la grande majorité des huiles nobles, des huiles essentielles nobles viennent du bassin méditerranéen, que ce soit effectivement le sud de la France, Grasse notamment, capitale internationale du parfum, également l'Espagne, le Portugal, le Maghreb et le Moyen-Orient en général. Si on descend encore un peu, on arrive là où toute la magie opère. C'est dans les souterrains que sont installées les tourilles qui renferment une quarantaine de senteurs différentes. Alors voici la phase suivante. La phase suivante, donc vous avez bien compris, on assemble des huiles essentielles, on rajoute de l'alcool et on laisse maturer entre 3 mois et 13 mois dans des tourilles qui ont en général 10 litres, certaines font 25 litres. 10 litres, c'est déjà 100 flacons pour nous, c'est une production, voilà, c'est assez conséquent. 30 ans de travail et de réussite puisque le bilan est incontestablement magnifique. 40 parfums différents, 40 senteurs superbes, un bâtiment extraordinaire et un savoir-faire en tout cas acquis au fur et à mesure des années que nous allons continuer évidemment à faire prospérer et à développer. Les parfums de Guy Delforge, c'est déjà des parfums qui ont une réputation internationale. Tout à fait. 22 pays et des pays insoupçonnés, Brésil, très peu le continent africain, mais l'Asie évidemment, le Moyen-Orient fortement, l'Europe évidemment. La parfumerie produit chaque année entre 12 000 et 15 000 flacons. Et bien voilà, un endroit tout à fait charmant au centre-ville. Nous sommes dans les jardins du Mailleur. Et je vous ai emmené ici pour vous montrer la fresque des Wallons. Alors sur 330 mètres carrés figurent 250 personnages ou références à des personnages qui ont fait la prospérité et la gloire de la Wallonie, donc de toute la Wallonie. Je vous laisse choisir un personnage au hasard, celui sur lequel vous souhaitez avoir quelques informations. Eh ben, je dirais le monsieur là-bas avec la barbe blanche. À droite, eh bien, oui. Il s'agit d'Ernest Solvay. Ernest Solvay, industriel, mécène. Existe toujours la fameuse école, la haute école Ernest Solvay. Eh bien, Ernest Solvay, entre autres, est l'inventaire du carbonate de soude, donc qui est énormément employé en chimie, dans toutes les industries. Donc il est né du côté de Waterloo, je crois, donc à tout le moins en Brabant wallon. Bienvenue chez vous, c'est déjà terminé. Je vous retrouverai la semaine prochaine pour une émission dans le Brabant wallon. En attendant, rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram ou sur le site internet de votre télévision locale. D'ici là, portez-vous bien et n'hésitez pas à sortir de chez vous.